Bonjour Philippe Lorange. Bonjour. Alors, on apprend que le mouvement Québec français est en difficulté financière. Oui, bien, c'est un article de Marianne Despelteaux à Radio-Canada qui a été publié dans les derniers jours. Et donc, ce qu'on apprend, c'est que les trois derniers employés qui restaient au mouvement Québec français ont été licenciés. La raison pour laquelle ça arrive, c'est pas parce qu'il y aurait une gabegie financière causée par le conseil d'administration ou une présidente qui ferait une mauvaise gestion du portefeuille. En fait, c'est parce que depuis 2023, il y aurait déjà une mauvaise gestion, c'est-à-dire il y aurait déjà un manque de financement. Et bon, la présidente intérimaire pour le moment, qui est Marianne Alpin, donc qui est déjà à la tête de la Société Saint-Jean-Baptiste à Montréal, donc dit que essentiellement ce qui se passe, c'est que des ententes avec le gouvernement du Québec n'ont pas été renouvelées. Donc des ententes qui étaient déjà présentes depuis quelques années, qui étaient parfois de l'ordre de centaines de milliers de dollars ou de millions de dollars, n'ont pas été renouvelées. Et donc, l'une des raisons qu'on donne à ça, notamment, c'est que auparavant, il y a encore très peu de temps, donc avant que les problèmes commencent, le financement du mouvement Québec français relevait du ministère de Simon-Jolin Barrette. Et donc, sous Simon-Jolin Barrette, le financement ne manquait pas pour le mouvement. Mais dans les dernières années, ce qui s'est passé, c'est que le financement viendrait maintenant du ministère de Jean-François Roberge. Et depuis ce temps, ce qu'on comprend de l'article, c'est que là, maintenant, le gouvernement fait la sourde oreille. Donc, face aux doléances du mouvement Québec français. Donc, même si depuis 2 ans, le mouvement a dû perdre plusieurs employés et qu'il a répété au gouvernement qu'il voulait les rencontrer, qu'il manquait de financement, eh bien, semblerait-il que le ministre aurait été plutôt réticent à communiquer avec le mouvement et qu'il n'aurait pas justement renouvelé ses ententes. Euh, Moi, ce que je trouve un peu inquiétant là-dedans, c'est parce qu'on sait très bien, comment dire, c'est-à-dire que les institutions anglophones ne manquent pas d'argent au Québec. On se rappelle que le gouvernement Legault, par exemple, a donné les anciens établissements du Royal Vic à McGill. C'est quand même pas n'importe quel bâtiment, c'est quand même beaucoup d'argent qui est donné à McGill. Il y a aussi toutes sortes de financements publics pour, par exemple, le CUSUM, pour toutes sortes d'institutions anglophones. Donc, c'est ce qui est compréhensible, mais c'est-à-dire que là, on a un organisme comme le Mouvement Québec français qui ne sert pas à rien. Là. Je veux dire, c'est un mouvement où il y a des gens très sérieux là-dedans qui servent à la promotion de la langue française, à la défense de la langue française. Et tout ceci est d'autant plus inquiétant que nous savons depuis des années qu'il y a un déclin de la langue française, qu'il y a quelque chose d'inquiétant, non seulement dans le Grand Montréal, mais aussi dans la région des Outaouais, puis même un peu partout au Québec. Le recensement canadien nous montre qu'il y a une baisse substantielle du français un peu partout au Québec. Donc là, dans ce contexte-là, on nous annonce que, bon, on n'a pas renouvelé les ententes avec un mouvement comme le Mouvement Québec français. Donc, Alors, est-ce moi, que je tu trouve pas ça crains, Philippe, particulièrement dans ce rassurant. contexte-là, qu'on assiste à une accélération de l'anglicisation lorsqu'on, par exemple, se désintéresse de certaines missions d'organisation comme celle-ci? Ben, en tout cas, ça montre un manque de sérieux parce que le gouvernement du Québec ne cesse de répéter, celui de la CAQ, qu'il est nationaliste, qu'il est autonomiste, qu'il veut défendre son Québec, qu'il est fier de très québécois. Donc, on le voit très bien dans les discours de François Legault. Souvent, on ne cesse de répéter, je suis fier d'être québécois, j'ai jamais été aussi fier. Donc, ça revient constamment. Mais, c'est-à-dire qu'à un moment donné, les gestes doivent suivre les paroles. Le nationalisme, ça peut pas être juste des paroles pour se dire on est donc fier, faut faire la promotion de notre fierté, de notre culture. Faut aussi que les gestes suivent. Donc oui, je trouve qu'il y a quelque chose d'inquiétant dans la mesure où on cesse de répéter quelque chose, mais dans un contexte comme celui-là, on ne donne pas le financement nécessaire et c'est pas juste un cas ponctuel parce que rappelle-toi que depuis maintenant peut-être 1 an ou 2, les écoles de francisation, par exemple, tout ce qui est centre de francisation, le disent qu'il y aurait eu des compressions. Donc après, le gouvernement du Québec dit non, c'est pas des compressions, c'est juste qu'on n'a pas fait, c'est-à-dire on a fait comme en éducation, c'est le même argument pour dire on n'a pas augmenté les dépenses avec la même vitesse que par les années précédentes. Mais sur le terrain, concrètement, les professeurs en francisation le disent que ça signifie des places en moins, qu'on n'a pas, on n'a plus le financement nécessaire, qu'on était obligé de fermer certains centres ou que certains postes ont été abolis. Donc concrètement, sur le terrain, ça signifie qu'on a reculé sur la francisation. Puis là, on apprend en plus qu'un mouvement important comme le mouvement Québec français, je veux dire, c'est quand même pas un truc inconnu. Là. Je veux dire, dans les mouvements nationalistes ou indépendantistes, le mouvement Québec français, c'est quand même un truc assez connu. Puis là, on n'a pas donné le financement nécessaire. Donc, moi, je trouve que ça montre un peu une hypocrisie. Là. C'est-à-dire,
On peut pas juste répéter qu'on est nationaliste, puis finalement couper les vivres. Il faut que les babines suivent les bottines, comme on dit. Pendant ce temps-là, il y a la Cour suprême du Canada qui a commencé à traduire ces vieux jugements unilingues. Mais là, retenez pas votre souffle, là, ça va au compte-gouttes. Hein? Juste un peu. Parce que, donc là, c'est un autre article de Jérôme Labbé à Radio-Canada. Et donc là, ce qui se passe, c'est que la Cour suprême du Canada, dans la grande majeure partie de son histoire, a fait des jugements unilingues anglophones. Ce qui signifie 6 000 jugements en anglais uniquement. Et donc, depuis 1970, le Canada a la loi sur les langues officielles, donc qui oblige maintenant à faire des jugements en français et en anglais. Sauf que là, maintenant, il y a une poursuite en justice de Droit collectif Québec, donc qui défend la langue française et qui veut rendre la loi sur les langues officielles rétroactive. Donc, qui nous dit, en fait, tous les jugements avant 1970 doivent être également traduits. Sauf que là, je rappelle, c'est quand même 6 000 jugements. Et là, ce qui s'est passé, c'est que, dans les derniers mois, il y a eu une décision d'un comité qui a décidé de faire certaines priorités. Donc, ils ont décidé de traduire d'abord 24 jugements. Donc, 24 jugements qui sont souvent cités par les juristes, par les étudiants dans différents contextes. Ils se sont dit, on va d'abord traduire ces jugements-là. Donc, seulement 24 sur 6 000. Et donc, ce qu'on apprend aussi, c'est que ces traductions n'auront simplement comme valeur pour simplement aider le francophone à comprendre le jugement, mais n'auront pas une valeur officielle. Parce que l'opinion de la Cour suprême, c'est de dire que les juges de l'époque sont tous morts. Et donc, on peut pas donner un statut officiel à la version française de ces jugements. Donc, ça fait réagir Droit collectif Québec, notamment Daniel Turp, donc comme on sait, qui est quelqu'un de très actif dans le mouvement souverainiste, dans le mouvement nationaliste, qui dit que selon lui, en fait, il faudrait que ces jugements-là aient la valeur officielle. Mais bon, c'est sûr que de mon point de vue, je vois difficilement comment on peut donner une valeur officielle à des jugements qui ont été prononcés par des juges qui ne sont plus en vie aujourd'hui. Je pense que ça serait donner beaucoup de pouvoir aux traducteurs. Donc, moi, je pense que ce serait déjà un très bon pas qu'on traduise l'ensemble des jugements. Puis d'ailleurs, une des opinions, en fait, un des arguments de la Cour suprême au fil des années, c'était de dire que ça coûterait beaucoup trop cher de traduire 6 000 jugements. Et là, on a la technologie. Oui, c'est sûr qu'on pourrait dire ça, mais en même temps, c'est quand même la Cour suprême du Canada. On parle pas de n'importe quelle chose. Comme tu dis, justement, on pourrait utiliser ChatGPT pour traduire l'ensemble des jugements Peut-être pas, de la Cour suprême. Peut-être quelque chose de plus sérieux. Peut-être. Mais en même temps, je veux dire, on a déjà des traducteurs qui sont des experts, des spécialistes. Pour quelque chose d'aussi sérieux que les jugements de la Cour suprême, je comprends que ça prendrait des spécialistes, puis là, c'est sûr que je comprends que ça coûte cher. En même temps, la question qu'on peut se poser maintenant, c'est que finalement, est-ce que le bilinguisme, ça compte vraiment au Canada? Parce que, c'est-à-dire, dans la majeure partie de l'histoire du Canada, c'est pas un pays qui s'est identifié de façon bilingue. Là, je parle du Canada depuis 1867, donc depuis 150 ans. C'est pas un pays qui s'identifie comme binational et bilingue. Ce qu'on s'amuse à dire sur la colline parlementaire à Ottawa, c'est qu'il y a 2 langues officielles. Donc, il y a l'anglais puis la traduction. Oui, c'est ça. Puis d'ailleurs, parfois, la traduction est un peu ordinaire. D'ailleurs, c'est un peu une traduction Google Traduction. Là. Et donc, justement, c'est-à-dire que moi, je pense que ce qui va se passer à court terme même, c'est que la vision d'un Canada bilingue qui a été apportée par Pierre Trudeau, je pense qu'elle va se perdre. Pourquoi? Parce que le Canada anglais, c'est un pays qui s'identifie de plus en plus comme une nation anglophone et multiculturelle. Alors que dans les années 60-70, Pierre Trudeau a essayé d'apporter l'idée que il y a 2 langues officielles, puis on s'identifie de cette façon-là, donc on parle français et anglais d'un océan à l'autre. Mais je pense que ça va se perdre parce que, démographiquement, donc concrètement, sur le terrain, dans plusieurs provinces, le français n'est pas du tout la 2e langue, là. Tu sais, Colombie-Britannique, si vous allez à l'aéroport, c'est anglais, français et mandarin. Et puis, la communauté chinoise est très importante. Dans la grande région de Toronto également, le français n'est pas du tout la 2e langue. Là. Je veux dire, le tagalog passe avant le français. Donc, à un moment donné, si concrètement, donc démographiquement, le français n'a plus la même place qu'autrefois, c'est sûr que sur le plan identitaire et donc sur le plan des institutions et des lois, ça va pas rester le bilinguisme. Moi, je pense pas qu'il y a d'avenir pour le français au sein du Canada, malheureusement. On parle beaucoup du sentiment de sécurité, entre autres à Montréal. Mais c'est toujours plus facile de se sentir en sécurité quand on a les moyens de se payer de la sécurité privée, comme à Westmount, comme à Outremont.
Oui, ben là, c'est un article dans la presse de Philippe Tessera-Lessard. Et donc là, on dit que dans les dernières années, il y a eu une multiplication des vols de voitures. On l'a souvent vu donc dans les médias, des grands vols de voitures, souvent les VUS, donc ce qui est plus rentable. On sait par exemple, on sait en revanche que il y a une diminution importante des vols de voitures, mais ça reste une tendance qui est quand même présente. Aussi, ce qu'on sait, c'est que dans les quartiers plus cossus, il y a eu une multiplication au fil des années des intrusions donc dans les domiciles, donc des violations de domicile. Et donc, face à ce phénomène-là, bon, ben, comme tu viens de le nommer, des quartiers comme Westmount, par exemple, il y a plusieurs résidents sur une même rue qui vont se cotiser pour payer un service de sécurité protégé. Donc, la raison pour laquelle ils décident de se cotiser pour ça, c'est de dire que souvent, quand on appelle la police, ou si, par exemple, il y a un système d'alarme qui appelle la police automatiquement, souvent, la police arrive quand il est trop tard. Donc, pour faire enquête, mais bon, il est trop tard. Et puis, on veut pas perdre son auto, on veut pas qu'il y ait une violation de domicile. Donc, ce qui se passe, c'est que dans plusieurs rues, on se paye un service de cotisation, parfois simplement lorsqu'on part en vacances. Et le simple fait qu'il y ait une police privée, ça peut déjà avoir un effet de dissuasion. Mais ce qu'on apprend, par exemple, dans des services de sécurité qui ont été interpellés par la presse, c'est de dire que déjà, en très peu de temps, simplement en 2-3 semaines, les services de sécurité peuvent déjà interpeller plusieurs personnes, peut déjà empêcher plusieurs vols de voitures ou plusieurs intrusions dans les domiciles, peut avoir appelé la police plusieurs fois. Donc, ce qu'on constate, c'est que, enfin, moi, ce que je pense qui se passe, c'est qu'on finit de plus en plus comme des sociétés comme un peu plus défavorisées, où il y a des barrières, il y a parfois des barbelés, des barrières électriques. Donc, On a on vu ça dirait ici. qu'on est en On train a de... vu ça dans le village, Philippe. Souviens-toi, là, avec la crise de l'itinérance, là, il y a certains endroits qui avaient mis des clôtures avec des barbelés au-dessus. Ben oui, tu viens de me le rappeler. Ben oui, c'est vrai. Ben, ce qui se passe justement dans le village gay, donc ce qui se passe, c'est que bon, il y a beaucoup de sans-abri, de gens qui sont sous l'emprise de substances. Donc, jusqu'à un certain point, je peux malheureusement comprendre ces gens-là. Et là, ce qui se passe, c'est que je trouve que ce qui est dommage, c'est que là, finalement, on respire un peu moins. T'es une société où il y a beaucoup de barrières, au point d'avoir plein de caméras partout, puis des barbelés, puis la sécurité privée. C'est une société où on a l'impression de moins respirer. Et toi, Alexandre, qui a beaucoup voyagé, tu dois le constater, là, tu sais, des endroits où, bon, tout est clôturé, tout est très surveillé. Ouais. Ça respire moins qu'un endroit où, justement, tu sais, quand on va à Westmount, Outremont, n'importe quoi, on sent qu'on est en sécurité, sans avoir besoin d'avoir des caméras partout, des grosses barrières partout. Puis ça fait du bien. Pas juste pour les quartiers cossus, d'ailleurs, là. Même des quartiers de classe moyenne, des quartiers plus modestes. Au Québec, on sent pas d'habitude le besoin d'avoir des clôtures, des barrières partout, de la surveillance partout. Donc là, je pense que malheureusement, il y a un déclin de la sécurité qui touche d'abord les quartiers cossus, mais ça pourrait s'étendre parce que là, il y a un vol de voitures qui concerne d'abord des véhicules qui coûtent plus cher, qui sont plus dispendieux, mais ça pourrait s'étendre ce problème-là, malheureusement. Oui, tu as raison. Et donnons aux policiers les moyens de faire leur travail, là. Moi, c'est un des phénomènes auxquels on a assisté ces dernières années, une espèce de mouvement qui voulait définancer la police. Je veux dire, moi, là, arrêtons d'écœurer nos policiers, donnons-leur les moyens de faire leur travail, puis vous allez voir, là, le sentiment de sécurité, pouf, comme par magie, j'ai l'impression qu'il va revenir à plusieurs endroits dans la métropole. Merci beaucoup, Philippe. Merci.